pour quiconque, ok. Oui, je suis venue avec la pensée que je ne sais pas du tout ce que je peux dire à ces gens qui sont très cultivés, ce qu'ils ne savent déjà. C'est difficile parce que la couverture presse, radio, etc. a été vraiment pendant la campagne et après totalement de saturation. Et je vais essayer peut-être de vous dire que vous n'avez pas vu autant dans les journaux, mais ça va être difficile parce que tout le monde a été étonné et je dois dire, et je veux dire que j'ai prévu son élection et que j'ai des témoins. Alors il y a maintenant beaucoup de gens qui disent mais j'ai vécu, mais j'ai des témoins et je l'ai cru pour certaines raisons que je crois je rendrai plus claires au cours de notre conversation. Si je faisais cette conférence en une phrase, ça serait vous imposer 40 ans de néolibéralisme dans un pays et vous finirez par avoir Donald Trump, tôt ou tard. Et l'autre phrase, si on en ajoute une, c'est que je pense que Hillary Clinton a plus perdu que Trump n'a gagné. Et ce n'est pas seulement à cause des votes, ce n'est pas seulement à cause des 3 États qu'on appelle swing states, les États à bascule, c'est aussi parce que elle avait très mauvaise réputation et je n'ai entendu personne dire qu'il ou elle allait voter pour elle avec enthousiasme. Pas du tout. C'était toujours un peu comme en France, d'ailleurs, ça nous arrive souvent, le moindre mal. Et à force de voter pour le moindre mal, on finit par avoir le mal. Obama, c'était enthousiasmant, mais ça, c'est terminé et vous avez raison, il n'a pas accompli, mais il n'a jamais dit qu'il était révolutionnaire non plus, jamais. C'est un constitutionnaliste. Bon, on va pas parler d'Obama ce soir, mais Hillary a vraiment une réputation qui a été amplifiée 150 fois par les républicains pour dire qu'elle était complètement corrompue, qu'elle avait commis des crimes atroces. La campagne Trump vendait par milliers, si ce n'est millions, des t-shirts qui avaient l'image de Hillary Clinton derrière les barreaux, avec la prison pour Hillary. C'était crié dans chacune des grandes réunions. Enfin, c'était vraiment... Mais pour des crimes qui sont devenus, entre guillemets, des vérités, tellement ça a été répété, et tellement maintenant il y a prolifération, comme vous savez tous, des nouvelles qui n'en sont pas, mais des preuves, n'est-ce pas? Mais c'est prouvé que les Clinton sont responsables de 20 morts. Ça, c'est 20 morts individuels. Ça, c'est une chose prouvée, que les gens répètent à droite. Et c'est considéré, enfin, il y a des accusations sexuelles, il y a des accusations de tous ordres, mais surtout corruption pour des choses qui sont légales, mais à peine. Moi-même, j'étais très choquée par les millions qu'elle a engrangés en faisant des conférences pour Goldman Sachs, etc. Et il y a des choses dans cette fondation avec son mari qui sont complètement à la limite, peut-être légale en termes de droit, mais vraiment qui posent des quantités de questions. Bref, Trump a gagné, mais je pense que si ça avait été Bernie Sanders, ça aurait pu être complètement différent si Bernie Sanders était contre lui. Et ça n'est pas seulement parce que je suis, ou j'ai été un fan ardente de Bernie Sanders, mais parce qu'il pouvait aussi faire des critiques de Trump sur son propre terrain, de populisme, parce que Bernie Sanders est un populiste. Le mot ne colle pas aux États-Unis, mais ici, on peut dire un populiste de gauche et l'autre populiste de droite. Bon. Alors, je vais essayer de vous dire des petites choses que vous ne savez peut-être pas,
peut-être une situation sociologique de Trump, qui il est, qui il est né et qui il est devenu, un peu sur sa politique étrangère, et puis son cabinet. Je veux absolument pouvoir vous parler de son cabinet parce que c'est une catastrophe de A jusqu'à Z. D'abord, qui est-il? C'est quelqu'un qui est né dans le borough de Queens. Queens, si vous connaissez la géographie de New York, la ville de New York, c'est un borough, c'est-à-dire c'est une section comme Brooklyn, comme le Bronx, mais c'est absolument pas un endroit où les gens bien, où la bonne bourgeoisie peut habiter. Ça n'a rien à voir avec Manhattan. Son père était fils d'immigrés, un immigré qui était retourné en Allemagne, et son père a fait fortune, une fortune modeste, mais une fortune tout de même, dans la construction, mais toujours la construction dans Queens, dans Staten Island, dans d'autres boroughs éloignés. Et c'est quelque chose que quelqu'un de Manhattan, de la bonne société, reconnaîtrait immédiatement. Il a l'accent de Queens, par exemple. Okay? Ça n'est pas du tout un enfant sous-privilégié. Il est élevé par une famille qui avait tout à fait suffisamment d'argent et qui, à 13 ans, l'envoie dans une académie militaire comme lycée parce qu'ils espéraient que ça allait discipliner ce garçon qui était brillant, qui était extrêmement combatif, mais qui avait besoin d'être mis dans le droit chemin, et ils pensaient que c'est une académie militaire qui pouvait faire ça. Et il a été une grande réussite dans cette académie. Il était sportif, il était un grand athlète, il a gagné des matchs pour l'école, il a fini comme être un leader de sa classe, etc. Tout ça va très bien. Ensuite, pour l'université, il commence dans une université catho, je ne sais pas du tout pourquoi il choisit Fordham, mais qu'il transfère très rapidement à l'école de finance de Wharton School de l'université de Pennsylvanie, et il a étudié l'économie et il a un diplôme d'économie. Wharton a une très très bonne réputation. Mais vous remarquerez qu'à aucun moment, il n'est avec des gens influents, il n'est pas avec des gens à New York, il n'est pas avec des gens à Washington, il ne connaît entre guillemets personne. Et il met un certain temps après à essayer d'être quelqu'un, et il commence à travailler naturellement dans l'affaire de papa, mais petit à petit, il s'affranchit des quartiers où papa, justement, a construit beaucoup, et loue des appartements et a une fortune qui continue à grandir parce que les loyers rentrent, et il commence à construire de plus en plus près du centre de New York. Et il rencontre des gens influents, il rencontre des gens dans le gouvernement local et même le gouvernement de l'État pour des permissions, pour des choses comme ça. Et puis, bon, il fait 3 mariages avec des femmes toutes très belles, 2 étrangères, ce qui est assez... La première est étrangère. Peut-être est-elle devenue, je ne sais pas, un peu trop compétitive avec lui. Je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer, mais elle avait de grandes responsabilités dans la décoration, dans tous les grands immeubles qu'il construisait. Elle avait une position de pouvoir. On ne sait pas l'intimité des gens, mais dans un divorce qui a été très très commenté par la presse américaine et qui a pris 2 ans et qui était messy, qui n'était pas très beau à voir, et il a épousé une actrice qu'il a divorcée 4 ans après, et maintenant c'est celle que vous connaissez, qui est encore un mannequin, c'est la 2e fois, c'est un mannequin entre deux, une actrice. Il faut qu'il ait à côté de lui une femme, mais vraiment magnifique, n'est-ce pas? Et ça a l'air de durer, et maintenant, c'est sûr qu'il ne va pas divorcer encore, parce que ça ferait très mal, politiquement, ça ne serait pas quelque chose à faire.
Et puis, il gagne beaucoup d'argent. Il a estimé, à la fin des années 80, à une fortune de 1,7 milliard de dollars, ce qui est énorme. Ça ferait, je ne sais pas, au moins 10 maintenant. Et puis, le marché immobilier a des crises répétées et il perd beaucoup d'argent, mais il a quand même 500 millions qui lui restent. Et puis à partir de là, il continue, il construit des choses de plus en plus magnifiques et démesurées. À finir par le Trump Tower, dont vous avez lu des nouvelles dans la presse, parce que c'est là où il reçoit tous les dignitaires, tous les gens qui peuvent faire partie de son administration prochaine. Et ce Trump Tower est très particulier parce que j'ai essayé de faire le calcul, je ne sais pas si c'est exact, mais ce tower a 856 feet, c'est-à-dire 285 mètres. C'est ce qu'il y a de plus élevé dans tout le quartier où il est situé. C'est à l'est de New York, c'est le quartier chic. Il est enfin arrivé dans le quartier le plus chic, dans l'appartement le plus coûteux, et où, enfin, il a gagné. Il avait déjà pensé à la politique, ça on le sait beaucoup moins. Il y avait une petite parti, Reform Party, où il avait fait un primaire pour la Californie qu'il a perdu. Puis il s'est retiré. Mais il avait déjà pensé à être président des États-Unis, en 2012, je crois. Et depuis 2004, il faisait, je crois que ça s'est terminé en 2013, mais enfin ça a duré très longtemps, un programme de télévision qui avait un très grand succès et qui s'appelait Le Candidat. L'apprenti. C'était un apprenti pour un poste dans le business de Trump. Il pouvait concourir pour être embauché par son entreprise. Et c'est devenu un hit. C'est vraiment quelque chose qui a fait une énorme audience. Et les deux mots qui étaient devenus des sortes de slogans aux États-Unis, c'est « You're hired », vous êtes embauché, ou « You're fired », vous êtes foutu à la porte. Et donc, toute l'Amérique connaissait parfaitement, s'ils n'avaient pas suivi les divorces, s'ils n'avaient pas suivi les différents projets d'immobilier, tout le monde connaissait la gueule de Donald Trump et il était très discuté et toujours une vie très, très publique. Ok, maintenant depuis qu'il a fait les primaires, dont je parlerai un tout petit peu, il a été lâché par pas mal de gens qui le considéraient comme too much, voilà. Qu'il considérait comme allant vraiment au-delà de la bienséance à un point qui n'est pas acceptable. Et donc, tous ses sponsors pour le programme de télévision ont rompu avec lui. Le grand magasin de New York, Macy's, où il avait sa ligne de vêtements pour hommes, a cassé le contrat. Il faisait des constructions d'hôtels, casinos et golf, ici et là. Et l'un des golfs, qui était pourtant le sien, a refusé de faire le championnat professionnel de golf sur son chemin parce qu'il ne voulait pas être cité à Los Angeles comme étant connecté avec Trump, même si tout le monde savait que Trump avait fait le golf course. Et puis il a fait, pendant la campagne, des remarques, mais vraiment odieuses. Il a dit de John McCain, qui avait été le précédent candidat contre George Bush, il a dit que ce n'était pas un héros de guerre. Et
il a expliqué ça en disant après, oui, mais parce que les gens disaient, mais il était en prison au Vietnam pendant plus de 5 ans. C'est pas parce qu'il avait fait une mission, il était pilote, et il a été, son avion a été descendu, et il a passé tout ce temps en prison. Il a été torturé, c'est pas un héros de guerre, ça. Et Trump disait, il a été capturé, et moi, j'aime pas les gens qui sont capturés. Il fallait qu'il reste libre. Bon. Il a dit qu'il allait faire le grand mur contre les musulmans, ça vous le savez, enfin contre les Mexicains, et puis déporter des millions de musulmans et des millions d'immigrés, légal ou illégal. Il a dit, quand la Convention démocrate avait invité un musulman, un père de capitaine qui avait été tué pendant la guerre d'Irak et qui disait simplement et sobrement que, à sa connaissance, M. Trump n'avait rien donné, rien sacrifié, ni personnellement, ni pour son pays. Il a insulté cet homme et la mémoire de son fils, et puis il a dit que la femme de ce monsieur qui était resté tranquillement debout à côté de son mari pendant qu'il présentait son discours, il a dit, et puis elle ne pouvait rien dire parce qu'elle est musulmane et elle était voilée ou pas, je ne sais pas, mais alors comment peut-on comprendre que tant de gens ont voté pour lui? Et c'est ça le mystère, mais c'est peut-être pas trop un mystère. Vous avez tous lu, je pense que il s'agit de la classe ouvrière américaine, sociologiquement originaire de petites villes ou des zones rurales, des gens avec une éducation qui n'incluait pas le college, c'est-à-dire qui s'arrêtait à 16 ans ou avec le lycée à 18 ans, qu'il était quelqu'un qui enfin, je crois, moi j'ai regardé une ou deux de ces rallies, j'en faisais pas une habitude, mais le jour où j'ai décidé que ce type pouvait gagner, c'est quand il commence son rallye, il est devant 6 ou 8 000 personnes, nous sommes encore dans les primaires, et il dit à cet énorme public, est-ce que vous avez jamais vu John Kasich eat? Est-ce que vous avez vu John Kasich, qui était un autre candidat aux primaires, manger? Les gens. Il dit, c'est dégoûtant. Quand mes enfants étaient petits, je leur disais, vous coupez de petits morceaux de viande. Vous ne remplissez pas la bouche comme des tranchées. Vous mangez, et puis, mais Kasich, lui, il coupe un énorme morceau de viande, il le fourre dans sa bouche, et puis il parle, et il continue à parler, la bouche ouverte. Et tous les gens sont devenus complètement, comme vous, ils étaient complètement hystériques à la fin de cette description. Et puis, Kasich s'était résigné à quitter le primaire très peu de temps après. Mais je ne sais pas si ça contribuait ou pas, mais pour moi, il était exactement comme le type qui peut aller au pub, qui peut aller à un bar le soir, prendre une bière avec vous, tout à fait avec des copains, vous parlez comme tous des copains, et les gens qui étaient là étaient absolument ravis. Et quand ils critiquaient les uns et les autres, ils trouvaient que c'était parfait parce que avec la correction politique, n'est-ce pas, politiquement correct. Politiquement correct. Avec le politiquement correct qu'utilisent toujours les médias, on ne pouvait rien savoir, que les médias mentaient, que Trump au moins disait les choses comme elles étaient,
et que justement ils étaient ravis quand il disait des choses qui offensaient les autres. Alors, je ne sais pas, on ne peut rien expliquer par ni sa sociologie et ce désir de gagner, ce désir d'être tout à fait en haut de la société, tout en ayant un appartement de faux Louis XV doré à mort. Les ceintures dans son avion sont aussi en or. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est très important de savoir qu'absolument chaque détail, il a un goût de cheval, mais ils aiment ça aussi, n'est-ce pas, ceux qui votent pour lui. Ceux qui ont voté pour lui sont des gens c'est plus que la combinaison de peu d'éducation, des salaires très très moyens. Ce sont des gens qui se sentent humiliés. Ce sont des gens qui se sentent laissés pour compte. Et la sociologie de l'Amérique l'explique. Parce que depuis, surtout la crise de 2008, mais même avant, ces personnes ont l'impression que l'avenir va être pire qu'aujourd'hui, et que leurs enfants vont connaître un avenir pire. Et ils ont raison, dans ce sens que le rêve américain est en train de disparaître. Ça a duré pendant 50 ans, ça a duré depuis le New Deal. On pouvait monter dans la vie, donner une vie à ses enfants meilleure. Et les statistiques sur ceux qui croient cela sont en chute libre. Pour les républicains, j'ai quelques statistiques, mais pour y compris les républicains, il ne faut pas être étonné et retenir seulement les chiffres du chômage. Le chômage est très bas aux États-Unis, c'est en dessous de 5% maintenant. Et ça continue à baisser et Obama en est très fier. Mais si vous interrogez les gens sur le terrain, ils ont l'impression d'être dans des jobs, surtout dans des services qui n'offrent aucun avenir, qui sont souvent sous-payés, où 1/5 de tous les Américains en emploi, qui travaillent, doivent trouver des moyens pour accroître leurs revenus, uniquement pour payer de quoi vivre à la base, uniquement pour la nourriture et les nécessités, l'électricité, etc. Qu'ils payent beaucoup avec leur carte de crédit à des intérêts qui croissent de plus en plus. Et puis, les données de la Réserve fédérale montrent que 31% des personnes qui n'ont pas encore pris leur retraite et 19% des ceux âgés de 55 à 64 ans qui sont presque à la retraite n'ont aucune économie pour assurer leur retraite. Ils n'ont rien mis de côté. Et la vague de repossession des maisons, où la plupart des gens avaient la très grande partie de leur capital, la banqueroute, la chute du immobilier en 2007-2008 a touché des millions de gens et qui ne vont jamais retrouver la sécurité qui donnait la possession au moins d'une maison. Et c'était la source de valeur pour la plupart d'entre eux. Alors, ce sont des gens comme ça qui auraient, il y a 80 ans, ils auraient voté Roosevelt. Et c'est une des raisons pour lesquelles je dis
que Bernie Sanders aurait eu plus de chances que Hillary Clinton. Pour eux, Hillary Clinton est une milliardaire. Après avoir quitté, mais pendant qu'ils étaient encore à la Maison-Blanche, ils ont mis de côté des millions, ils ont trouvé des dizaines de millions depuis. Elle n'a rien à faire avec eux. Et Trump, il a beau avoir des milliards, il est beaucoup plus proche d'eux. Et ce qu'il promet, qui est complètement contradictoire et irréalisable, on le croit. On croit qu'on peut à la fois refaire toute l'infrastructure des États-Unis en fournissant des jobs, tout en baissant les impôts de 6 milliards. On croit qu'il va pouvoir changer les relations avec l'Europe pour que les États-Unis ne soient pas obligés de payer pour nous, n'est-ce pas? Il croit qu'il peut il dit, par exemple, il va abolir le Obamacare, mais il n'a pas l'air de savoir ce que c'était que le programme d'Obama, et tout en leur donnant des soins de santé à un prix bien moindre et bien meilleur que maintenant. C'est complètement irréconciliable. Les soins Obama ont permis à 20 millions de personnes d'être des assurés sociaux, mais on croit Trump quand il dit qu'il peut baisser les impôts, mais éliminer la dette. Donc vous voyez que nous sommes dans un monde où les faits n'ont plus rien à voir et que le désespoir, c'est une chose nouvelle, c'est depuis à peu près une décennie que cela augmente, au point où même des gens qui sont relativement bien installés dans la vie, par exemple des femmes de plus de 40 ans qui ont des professions, ont énormément voté pour lui dans les 3 États qui ont été les États importants. Il a, je suppose, été élu aujourd'hui officiellement. Je n'ai pas mis la radio. C'est aujourd'hui que le collège électoral décide. Je peux vous raconter le collège électoral si vous voulez, mais c'est quelque chose qu'avaient décidé les pères fondateurs en 1787, et c'était pour protéger de trop de démocratie. Donc, ils arrivent bien. Je dois dire qu'après 250 ans, ça marche très bien. Et puis, bon, alors, excusez-moi, mes notes sont en désordre. Pardon. Je voulais vous... Oui, Hillary qui a perdu plutôt que Trump qui a gagné. Évidemment, Trump n'a pas attiré beaucoup de latinos avec son mur et ses insultes aux immigrés. Mais les immigrés n'ont pas voté pour Hillary non plus. Il n'y a pas eu ce qu'on attendait, c'est-à-dire il n'y a pas eu la montée des votes de femmes qui étaient dégoûtées par les remarques sexuelles de Trump qui avaient été enregistrées. Il n'y a pas eu cette montée de Noirs qui avaient voté par millions pour Obama, mais qui ne sont pas venus voter pour Hillary, et il n'y a pas eu les minorités qui étaient attendues. Mais même des femmes qui, on aurait dit, cultivées, avec des jobs possibles, votaient pour lui. Il n'y a pas eu cette disparité des sexes, même si les statistiques montrent que c'était des hommes qui votaient plus pour lui que les femmes. Dans le Sud, c'était solide, mais là, il y a des gens qui sont
complètement perdus. Ils pensent qu'ils sont moins importants que les Noirs maintenant. Donc il y a, comme toujours aux États-Unis, le racisme est au centre de la politique. Vous ne pouvez pas séparer aux États-Unis le racisme de la politique, quelle que soit l'époque, avant, pendant ou après la guerre civile, et que les Blancs, pendant un bon moment, croyaient, ok, nous sommes pauvres, nous sommes négligés, mais au moins nous sommes mieux que les Noirs. Et maintenant, ils pensent que par trahison, les démocrates ont donné beaucoup plus aux Noirs et rien aux Blancs, pauvres, mal éduqués, etc. Vrai ou faux? Ok. Je voudrais vous dire rapidement, parce que je ne veux pas continuer trop longtemps, pour vous donner le temps de poser vos questions et donner vos réflexions. Le cabinet. Chaque jour, on se disait, ça ne peut pas être pire. Et puis chaque jour, c'était pire. Il a un criminel de guerre qui sera le secrétaire de la Défense. Ce criminel de guerre a été vu par un reporter qui était en Irak et qui l'a vu ordonner les troupes de tuer des civils qui étaient venus voir à peu près ce qui se passait, qui ne faisaient rien. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Vraiment quelqu'un qui a dit, et il a été cité comme disant, « It's a hoot to kill people ». C'est vraiment drôle, c'est un grand plaisir de tuer des gens. Monsieur Mattis, 4 étoiles. Il y a beaucoup de Goldman Sachs. Il y a Monsieur Mnuchin, qui était autrefois Goldman Sachs. Petite anecdote sur lui, il a pris la présidence d'une entreprise dont le métier était de faire des prêts à des gens très bon marché et apparemment très favorables, qui étaient parmi les prêts qui ont été traîtres et dont les intérêts ont augmenté énormément et les maisons ont été reprises par la banque. Alors, il écrit à une dame, enfin cette firme écrit à une dame de 90 ans, « Votre maison va être reprise si vous ne payez pas $429 immédiatement. » La dame s'exécute, elle envoie son chèque. Mais c'était $29,30 cents. Et elle n'avait pas ajouté les 30 cents. Alors on lui écrit de nouveau, « Si vous ne complétez pas votre paiement de 30 cents, votre maison va être reprise à telle date. » La dame écrit un autre chèque, mais elle est un peu fragile et elle fait le chèque pour 3 cents et pas 30. Et on lui a encore écrit pour qu'elle donne les 27 cents. Je ne sais pas comment cette histoire se termine. Mais voilà M. Goldman Sachs qui sera le secrétaire au Trésor, qui s'appelle Mnuchin, M-N-U-C-H-I-N. Il y a, pour le Homeland Security, encore un général, mais cette fois des marines, pas de l'armée. Il a été pendant 45 ans le commandant en chef de l'Amérique latine pour le commande Amérique latine de toutes les armées américaines. Il connaît bien l'Amérique du Sud. Et il sera chargé de déporter les immigrants de retour en Amérique latine. Ça sera son job. Il y aura à la justice un monsieur qui a été sénateur d'Alabama longtemps et qui a soutenu Trump depuis le tout début, Jeff Sessions, et il déteste, il n'a pas caché le fait qu'il déteste les minorités aux États-Unis, et au Sénat, son action a toujours été sur la loi et l'ordre. Ça, c'est son grand thème. Bon, il y en a d'autres qui sont un peu moins
on ne peut pas dire un peu moins, parce qu'ils ont été embauchés pour tuer le département dont ils ont la charge. Le secrétaire de la Santé est contre les soins pour les femmes, il est contre la contraception. Il voulait déjà, quand il était au Congrès, couper le budget du Planned Parenthood, c'est-à-dire les... Planning familial. Famille, oui, ça, merci. La dame qui est secrétaire de l'éducation est depuis des années une militante pour les écoles de charte, c'est-à-dire des écoles privées où le gouvernement vous donne une somme X pour l'école, mais vous pouvez aller au-dessus. Si vous voulez une meilleure école, vous payez un peu plus, et ça, c'est son projet pour l'éducation. Donc, éducation publique, laissée pour compte. Énergie, pareil. Et je me suis dit, ça ne peut pas être pire. Et puis, il nomme Rex Tillerson, secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. Quelqu'un qui travaille, qui n'a jamais eu d'autre employeur que Exxon, c'est-à-dire la plus grande entreprise pétrolière du monde, et qui sera chargé de ruiner complètement le projet que peuvent avoir les États-Unis ou que peuvent avoir les autres pour réduire les émissions dues au CO2. Voilà un tout petit peu la vue de son cabinet. Et en 3 minutes, si Michel m'accorde encore le temps, et Bernard, juste ce qui va être probablement les grands changements pour le reste du monde. Dans on dit la bonne nouvelle avant, c'est les relations avec la Russie seront probablement meilleures. Je ne crois pas du tout que les Russes ont été responsables de l'élection de Donald Trump, ça c'est encore sans preuve du tout, mais Trump n'a pas du tout d'animosité contre Poutine comme Hillary Clinton en avait. Il y aura probablement un trade war, une guerre d'échange avec la Chine, parce que l'une de ses promesses, c'est bien sûr de couper les importations chinoises, et ça, il ne peut pas le faire sans mettre des tarifs qui sont complètement illégaux pour la loi internationale sur la Chine. Et les Chinois ont déjà réagi, ça vous l'avez vu, quand il a eu un coup de téléphone avec Taïwan, mais plus récemment encore, la Chine, sur une sorte de magazine qui est lu par tous les Chinois et qui est influencé par le gouvernement, naturellement, a dit que M. Trump était incapable de diriger une grande puissance, qui n'avait aucune idée de comment diriger les États-Unis, et qu'il fallait être... Enfin, c'était plus... et que si il faisait des mesures contre la Chine, il faudrait répondre énergiquement. Alors, je ne sais pas s'il va nous conduire dans une guerre avec la Chine ou pas, mais il veut certainement détruire le traité entre les États-Unis et l'Iran, traité sur le nucléaire. L'OTAN, il faudrait que l'on paie si on veut être protégé par les États-Unis. Ça, c'est un peu vrai. C'est vrai que nous ne contribuons pas. Mais c'est vrai aussi que c'est toujours dirigé par les Américains au plus haut niveau, l'OTAN. Et puis, sur l'immigration, qui était la question la plus passionnelle de la campagne, c'est pas encore décidé, on ne sait pas ce qu'il peut faire, il est complètement imprévisible. Il pense que c'est pas OK que les Iraniens aient des armements nucléaires, mais que c'est OK pour le Japon et la Corée du Sud. Ça, c'est nouveau. Cet homme est imprévisible, vous le savez. Je ne peux pas vous dire ce qu'il va faire. Et
je vous défie un peu de trouver quiconque qui pense pouvoir vous le dire. Voilà. À vous. Merci. 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 Donc, ceux qui veulent dire un mot, Michel, tu voulais dire quelque chose tout de suite ou tu attends un petit peu? J'attends. Bon. Alors, juste un témoignage. J'étais au mois de mai aux États-Unis 3 semaines, chez mes amis à Philadelphie, à New York et Washington, où on était bien sûr anti-Trump et on n'imaginait pas qu'il arriverait au pouvoir. Mais je me suis promené en voiture dans Pennsylvanie, du côté par exemple de Lancaster, du côté de Strasbourg, cette petite ville, et j'étais dans les bars populaires. Et je n'ai entendu parler que de Trump. Oui. C'est-à-dire que dès qu'on allait à la campagne, dès qu'on allait dans les petites villes, on avait l'impression que tout le monde était amoureux de lui. On pouvait être que certain qu'il passerait. Mais dès qu'on retournait en ville, chez les amis intellectuels, on était persuadé qu'il ne pourrait jamais dépasser les 5% de vote. Tout à fait. Et ce malentendu entre ces deux Amériques, je l'ai vécu il y a en 3 maintenant semaines. Une guerre des classes. Il y a une guerre des classes aux États-Unis qui est plus ou moins explicite. Et puis les médias, vous avez raison, les gens n'entendaient parler que de Trump parce que les médias lui ont donné quelque chose qui a été calculé à pas loin de 2 milliards de temps libre de télé. Parce que c'est payant, la pub à la télé. Mais les médias faisaient des heures durantes que Hillary Clinton n'avait jamais. Parce qu'elle était conventionnelle et ennuyeuse. Et Trump disait des choses comme l'histoire de Kasich que je vous raconte. Non, c'est sûr. Jean-Claude, et puis... vas-y. J'ai deux questions, non pas trop sur le passé, s'il était lui, mais sur les contradictions que soulève sa nomination, parce qu'il a fait croire aux petits blancs qu'il allait tout changer. En fait, il prend tous les gens de l'establishment financier. Donc, on peut s'interroger, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces électeurs vont se sentir floués ou pas? Vu d'ici, ils apparaissent vraiment très floués. C'est une question. Et la deuxième, évidemment, on a envie de se poser la question pour les élections présidentielles. Parce que excusez-moi, je suis un petit peu sourde. Alors. Tu veux le micro? Oui, on peut peut-être passer le micro. Il y a de telles similitudes dans les discours entre Le Pen et lui. Bon, nous, on est tous persuadés que si c'est pas possible, mais bon, on retrouve un électorat qui est comparable, hein, ceux qui se sentent abandonnés, bon. Donc on a des similitudes et on peut s'interroger, est-ce que malgré tout, Madame Le Pen ne risque pas d'être élue? Parce que... Oui, non, mais je veux dire, bon, il y a 6 mois, tout le monde rigolait, maintenant on rigole encore, mais on rigole noir, un peu jaune. Hein. Donc voilà, moi je voulais savoir ce que vous en pensiez. Sur les contradictions actuelles entre ces électeurs qui, à nos yeux, sont fouillés par ce grand guignol entouré quand même de l'establishment financier et de la loi et l'ordre. Mais ça s'appelait peut-être à ces électeurs, mais en tout cas pas l'establishment financier, et puis les similitudes entre la situation, disons, française en particulier, on pourrait dire aussi un peu européenne, et les États-Unis. Bon, j'ai la même réponse. Quand vous imposez le néolibéralisme pendant 40 ans à des gens qui voient tous que ça sert à enrichir le 1%, qu'il y a eu beaucoup de campagnes dans ce sens et qu'il y a des choses qui sont passées de toute façon, vraies ou faux, mais que maintenant les idées ont changé, on reconnaît ce que c'est que le néolibéralisme. Je n'ai pas mentionné le fait que Trump veut détruire les accords de commerce, mais qui étaient très majoritaires dans son parti. Tout le monde voulait des accords de commerce. Maintenant, il dit qu'il va renégocier le NAFTA parce que ça volait des emplois. Et Mme Le Pen veut la même chose, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ça a détruit des tas d'emplois qualifiés.
aux États-Unis. C'est vrai qu'avec le Mexique, on a perdu près de 700 000 emplois qualifiés. Alors, il y a le populisme de gauche aux États-Unis qui lutte pour le salaire minimum à 15 $ de l'heure, fight for 15, lutter pour les 15 $. Mais il y a aussi des gens qui réagissent en disant il faut punir les autres. Et la haine de Trump pour les autres et la haine de Marine Le Pen pour les autres, je crois que ça c'est tout à fait similaire, mais que le contexte politique est différent. Et le contexte sociologique dans les deux pays est différent et donc est approché d'une façon différente. C'est pas comme s'il n'y avait pas de mouvement à gauche aux États-Unis. Il y a les Noirs, Black Lives Matter, les vies noires ça compte. Il y a un mouvement féministe qui reste assez fort. Il y a des mouvements latinos. Les syndicats, c'est beaucoup moins puissant maintenant, ça perd chaque année. Mais ça, c'est pareil en France. C'est pas comme s'il n'y avait pas de mouvement aux États-Unis. Et ce qu'il faut regarder maintenant, c'est Standing Rock. C'est les Indiens en Dakota du Nord qui vivent dans des conditions épouvantables, de tonnes de neige, c'est miraculeux ce qu'ils arrivent à faire contre l'armée, etc. Mais si tout ça pouvait coalescer et ne pas être aussi identitaire, c'est ça le malheur pour moi des États-Unis, c'est la politique de l'identité. Je réagis comme noir, je réagis comme latino, je réagis comme américain natif ou indien. Si on ne fait pas une coalescence de tout cela, on va continuer à avoir fâché. Je ne sais pas ce qui se passe. On est... Allez-y. Oui, mais on peut éteindre aussi. Alors, je ne peux pas dire plus de similarité entre lui et Marine Le Pen. Je crois qu'il est éteint. Non? Non, allez-y. Non, Parlez quand même. Parlez quand même. Peut-être que d'autres ont d'autres idées sur les similarités, madame. Il y avait Jean-Loup Motchan qui voulait... On va le laisser là pour le moment. Je pense que c'est Jean-Loup qui l'a... C'est une plaisanterie. Oui, moi je crois que la phrase très importante que tu as dite, c'est, tu as dit 50 ans ou 40 ans, je dirais 30 ans d'ultralibéralisme qui a provoqué le phénomène Trump. Mais Brexit aussi. Comment? Brexit, oui, c'est ça. L'Italie. Oui, mais ce que je pensais, si tu veux, c'est que ce phénomène que j'attendais, mais pas si tôt. C'est-à-dire que je pensais que le système serait capable de digérer les laissés-pour-compte. Je parle pour l'instant des grandes démocraties, des pays riches. Et j'ai été surpris par le fait que ça ne fonctionne pas effectivement. Et donc, le phénomène qu'on observe aux États-Unis, avec ses spécificités, on l'observe dans toute l'Europe, en réalité. On l'observe dans toute l'Europe. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la gauche ne recueille, je veux dire, n'est pas soutenue par des forces politiques conséquentes, avec effectivement une exception curieuse aux États-Unis et en Angleterre, là où la gauche radicale, au fond, n'a jamais vraiment existé. Mais je crois que ça s'explique aussi par deux raisons. La première raison, c'est que le socialisme, disons, a été mortellement atteint par sa réalisation de l'Union soviétique.
l'Union soviétique a porté un coup mortel à l'idée socialiste. C'est la première raison. Et la deuxième raison dans les pays d'Europe, c'est évidemment l'attitude de la social-démocratie. La social-démocratie qui est devenue du social-libéralisme. Et donc, ces deux phénomènes, et aussi le fait que le social-libéralisme est le système dominant dans le monde, fait que les gens ne pensent pas qu'il y ait d'alternative, sauf l'extrême droite. Sauf l'extrême droite. Oui. Sauf l'extrême droite. Et donc je crois que effectivement cette financiarisation de l'économie, ce ultra-libéralisme, est en train de déstructurer l'ensemble des sociétés démocratiques. Et donc on en est au début de cette déstructuration. C'est une thèse. Oui, je suis largement d'accord. Il y a eu une imitation par les socialistes. Tous ces partis comme Tony Blair avec le Labour, ou les socialistes ici, ou en Italie, ce qui était devenu le parti communiste, qui était pas autant à gauche que les autres, mais qui est devenu le Parti démocrate de Renzi. Tout ça montre qu'on imite la droite et que ça ne réussit pas. Au lieu d'être de plus en plus pour la justice sociale, on est de moins en moins, et actuellement on reprend les droits qu'on avait gagnés après 1945. On détruit petit à petit le programme du Conseil national de la résistance en France, et on fait pareil dans les autres pays. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je comprends que les gens disent, on a essayé ceci, on a essayé cela, je ne suis ancré nulle part, je vais voter pour Marine Le Pen. Et certainement aux États-Unis, les gens ne disaient pas toujours la vérité, ça c'est bien connu comme phénomène pour les sondages. On ne veut pas admettre que, parce que les sondages sont vus comme les médias, ce sont des gens qui mentent. Ce sont des gens qui font partie de ceux pour qui la classe ouvrière est obligée de travailler. La classe ouvrière, il y a quelqu'un, un reporter dont j'ai lu un papier sur Trump et sur un rallye de Trump où il avait assisté, un type qui parlait directement de la classe ouvrière. Il a dit, il s'est retourné dans la queue qui était énorme pour ce rallye de 6 ou 8 000 personnes et il dit, regarde derrière moi, c'est le working class, c'est la classe ouvrière de l'Amérique qui paie pour tous les autres. C'est-à-dire c'est nous qui bossons et les autres, les médias, les industries comme ça, c'est du faux travail, c'est pas, ils se mouillent pas la chemise, quoi. Et c'est pour la première fois, on avait nié systématiquement l'existence de classe sociale aux États-Unis, que tout le monde était middle class. Et maintenant, le middle class a très très peur, pour leur avenir, pour leur retraite, pour leur standing, c'est pas peut-être je connais moins bien les statistiques, à la fois pour la France et pour les États-Unis que toi. Y compris la destruction des jobs sans qualification, si tu veux, qui est un facteur naturellement aggravant et qui va continuer. Oui.